Bonjour, bienvenue à tous sur ce plateau consacré à la visualisation de données et au data storytelling. Un plateau réalisé, je vous le rappelle, en amont du salon Solutions qui se tiendra le 5 à 6 octobre prochain à la porte de Versailles. Un plateau qui est rendu possible par les équipes d'Infopromotion et de WebProd TV que nous remercions ici pour cette opportunité d'échange. Et un échange qui portera sur une question d'actualité. Je ne vous cache pas que ça fait 1 heure qu'on échange dessus déjà, donc on a quasiment fait le débat. DataVis et Data Storytelling, de beaux dashboards pour prendre de bonnes décisions, pour mieux fédérer les équipes, ou un simple effet de mode, voire un simple effet d'affichage. Alors pourquoi ce sujet? D'abord un chiffre, seulement 29% des entreprises arrivent à traduire les données en actions concrètes, selon nos chers amis de Forrester, ce qui veut dire quand même en creux que cela sous-entend que 70% des entreprises ont un rapport un peu compliqué avec la donnée. Et ce chiffre est donc un indicateur du chemin qu'il reste à parcourir pour utiliser la donnée. Dans ce cas, on peut supposer, peut-être, et on le verra avec nos intervenants, que la data visualisation et le data storytelling sont des vecteurs pour utiliser plus largement la donnée, pour évangéliser, pour la rendre plus visible, pour rendre plus visible l'activité des métiers, peut-être, plus largement peut-être celle de l'entreprise, sait-on jamais. On le verra aussi avec nos intervenants. Reste que la manipulation de la donnée, la constitution de tableaux de bord pour donner de la valeur à des décisions est un sujet qui reste complexe, tout comme le choix d'afficher des données de l'entreprise. Quel type de données, vers qui les afficher, pour quel usage, quel bénéfice, comment. S'il est d'usage de considérer les tableaux de bord comme un support à la décision, la data visualisation et le data storytelling peuvent aussi avoir d'autres fonctions. Ça peut être un simple outil de communication, une aide au management et parfois un simple outil d'affichage pour faire joli dans un open space. Ces sujets, nous allons les évoquer avec notre panel d'experts que je laisse se présenter en commençant par Margot Baïs, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres physiquement, mais bien avec nous pour échanger. Bonjour Margot, je vous laisse vous présenter. Si vous nous entendez. Bonjour, merci beaucoup. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Bonjour, merci de l'invitation, je suis très contente d'être là. Donc, du coup, moi, je suis la dirigeante de Capitaine, qui est un outil d'affichage dynamique. Donc, qu'est-ce que c'est l'affichage dynamique dans l'entreprise? C'est un outil qui permet d'agréger des sources de données multiples, de logiciels multiples, parce que c'est ça un petit peu la réalité aujourd'hui des entreprises, pour construire des tableaux de bord sur mesure qu'on va venir afficher en général sur le terrain aux équipes de plusieurs façons, on y reviendra peut-être après, afin de fournir la bonne info au bon moment pour les équipes pour prendre les bonnes décisions. Super. Merci beaucoup Margot. Petit tour de table. Julien? Bonjour, Julien Samarc, enchanté. Je suis ravi d'être ici également. Donc, je suis directeur au sein de la practice Digital Data d'Axis Consultant. Je suis spécialisé sur la partie data marketing et donc à ce titre, j'accompagne mes clients dans l'optimisation de leur performance marketing et digital. Merci beaucoup. Olivier Catrin, merci beaucoup et ravi d'être présent également ce jour. Merci pour l'invitation. Je suis le fondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle ActiveVision, créée en 2014, qui est une société de services et de conseils autour des problématiques de data, de l'intégration à la présentation de ces données. Moi-même, je suis spécialiste visualisation de données. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Fabien, enchanté. Je travaille chez Divalto, donc on est éditeur de RP et de CRM. Je suis à charge de l'ensemble des partenariats et des alliances chez Divalto. Merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis sûr qu'il y a énormément de questions sur ce sujet, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat et en fin d'émission, je me ferai l'intermédiaire, le truchement et l'hermès de vos questions et je suis sûr que vous aurez des réponses. Alors, première question. Première partie. Fabien, je me tourne vers vous. Est-ce que la crise sanitaire a été un accélérateur? Elle a eu un impact sur la data, sur le partage d'informations, parce qu'on peut supposer qu'avec le travail à distance, fatalement le partage de l'information a un peu évolué au sein de l'entreprise. Donc est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a eu une accélération? Alors je pense qu'il y a plusieurs points. Je pense que, Fabrice, vous avez clairement dit qu'il y a eu une accélération de l'utilisation de la data, de la transmission de la data vers les équipes, à destination des équipes opérationnelles, des équipes de management, puisqu'on est à distance, donc il fallait bien communiquer, il fallait bien que la data transite et que les décisions soient prises.
On a pu le voir aussi au niveau étatique, avec les données par exemple Covid, qui étaient mises à disposition. Vous allez sur Google, vous tapez Data Covid, vous avez des beaux dashboards dont on parlait tout à l'heure avec mes collègues qui sont mis à disposition. Maintenant, je reste en réflexion sur l'utilisation de la data dans les entreprises grâce à cette crise sanitaire, entre guillemets, puisque quelles décisions sont prises? Est-ce que nous sommes capables de lire ces données et comment sont-elles utilisées? Je pense qu'il y a effectivement un écart entre l'utilisation réelle de la donnée, la lecture de la donnée et la prise de décision derrière. Donc elles ont facilité, mais... Mais, d'accord. Vous partagez ce point de vue? Oui, totalement. Merci. Mais je rajouterais la chose suivante. Je trouve que cette période a été particulièrement intéressante sur le plan justement de la visualisation de l'exploitation de la donnée, puisque la donnée c'est invité vraiment dans tous les ménages aujourd'hui. Donc pendant 18 mois, tous les jours, on nous a présenté des graphiques. Alors parfois on nous les a expliqués, parfois on nous a aidés à les interpréter, on nous a créé des nouveaux indicateurs, les moyennes mobiles, etc. etc. Et je pense que ça a été un vecteur quand même très important de l'éveil à cette notion qu'est le graphique aujourd'hui et de l'impact que ça peut avoir dans la communication et même dans le pilotage, puisque toute l'action du gouvernement était indexée sur l'orientation de ces indicateurs. Donc c'est très intéressant comme expérience en tant que telle, et ça remet vraiment le sujet de la visualisation, j'ai envie de dire, au cœur de l'ensemble de la population aujourd'hui, et donc le travail en fait partie. D'accord. Julien? Moi, je pense qu'effectivement, dans cette période de crise, les dirigeants ont eu besoin d'avoir un accès à l'information et à la data hyper rapide, puisqu'ils devaient définir des scénarios assez de manière, je dirais, en temps réel par rapport à cette crise où, dans les premiers temps, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, ça a suscité un besoin. Et on voit effectivement que la mise en œuvre de ce besoin est aujourd'hui assez complexe. D'accord. Margot, une réaction sur cette question? Oui, tout à fait. Alors effectivement, les dirigeants ont eu besoin d'avoir accès à de la data pour prendre des décisions, comme vous disiez, mais les équipes aussi. Parce que je vous rappelle qu'on a dû organiser un télétravail mondial en 2 jours et il y a eu un énorme boom en fait. Il y a eu un énorme boom et une accélération en fait de prise de conscience qu'il faut se digitaliser et que peut-être que la France est un petit peu en retard. Et en tout cas, moi je le ressens aujourd'hui, c'est que maintenant en fait, les rendez-vous que je fais, les échanges avec les clients sont vraiment plus matures en termes de conscience de la data, de mettre du budget sur l'IT, etc. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire, parce que là on parlait finalement avec le Covid d'une évangélisation au niveau de la population, c'est-à-dire une grande partie de la population a découvert des tableaux de bord, des dashboards, de la visualisation, mais est-ce qu'au niveau de l'entreprise, c'est vrai que comme le rappelle Margot, on est tous passés en télétravail, donc ça veut dire qu'in fine, le partage de l'information devait peut-être, ou pas, être plus fluide ou plus, en tout cas différent du fait du télétravail. Donc est-ce que ça a été un véritable accélérateur ou pas? Si je peux me permettre, monsieur. Oh, vas-y, je t'en prie. Je pense qu'il y a 2 points. Il y a le point de communication, comme vous le disiez, effectivement, comment l'information va redescendre, top to bottom, etc., comment elle va être traitée. Alors top to bottom, du haut vers le bas. Du haut vers le bas, pardon. Voilà, comment elle va redescendre. Et il y a aussi la question de la gouvernance de l'information, et c'est ce que Margot disait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un télétravail qui a été organisé en 2 jours. Globalement. Aujourd'hui, comment on va gérer cette gouvernance d'information? Quelles informations partager? Comment la partager? Comment la visualiser? Comment la raconter? Et on a 2 spécialistes qui sont là pour ça. Comment la raconter? Et Margot pourra parler de ses expériences, je pense, en industrie, où elle pourra vous donner justement des visions plus précises de l'information importante et comment la traiter. Mais il y a effectivement ces 2 pans, à mon avis, sur ces informations. Super, je pense qu'on va largement évoquer ces sujets. Mais avant, on va passer à la deuxième question. Je lance le jingle. Alors, le cœur du sujet reste la data visualisation et le data storytelling. Alors là aussi, j'aimerais un petit tour de table sur quelle est la définition que vous donnez entre les deux, data visualisation, visualisation de données et storytelling, et en quoi éventuellement ils se complètent. J'ouvre par Margot. Alors, je ne sais pas, ça aurait été peut-être plus intéressant de finir par moi, parce que nous, en tant qu'outil d'affichage dynamique, on est vraiment la dernière brique logicielle, en fait.
C'est-à-dire qu'il y a les logiciels qui permettent de capter de la donnée, il y a des logiciels qui permettent de la mettre en forme pour prendre des décisions plutôt managériales. Et nous, on est vraiment le logiciel qui permet d'envoyer les décisions, de les rendre un peu plus transparentes sur des écrans, sur le terrain, etc. Mais globalement, pour quand même donner, vu qu'on commence par moi, mon avis là-dessus, on peut faire ce qu'on veut avec de la donnée. On peut faire, donc, on part de données brutes, on fait de la data vise, c'est-à-dire de la visualisation de ces données, donc, où on a l'information qui est directe, qu'on peut voir. Et en fait, la différence qui est notable, moi, dans mon milieu, qui est le fait de descendre l'information d'un point de vue managérial, c'est qu'il faut descendre la bonne information. C'est-à-dire qu'un tableau de bord qu'on va avoir pour des managers pour prendre des décisions n'est pas le même que celui qu'on va diffuser sur le terrain. Exemple, on va regarder des non-qualités. Le management a besoin d'avoir la vue macro. Le terrain a besoin d'avoir l'information sur laquelle il peut agir au quotidien, en fait. Donc, c'est ça que je dirais, moi, dans ma partie de data storytelling, c'est-à-dire quel discours managérial on va accompagner autour de TC DataVis, pour quel but, finalement, comme je disais, la donnée sert à une seule chose, prendre des décisions dans les meilleurs temps et les meilleures décisions voilà, pour le terrain, pour ma partie. Merci Margot. Alors je retiens, la data sert à prendre des décisions. On verra si c'est aussi simple et clair que ça. Est-ce que vous partagez cette data visualisation, data storytelling? Même définition que Margot? Moi j'en aurais une définition peut-être un petit peu plus on va dire scientifique, dans la mesure où la visualisation de données, c'est véritablement un langage de communication. Et j'insiste sur la communication, puisque c'est des sciences qui ont été largement explorées aujourd'hui, qui vont s'appuyer sur des principes cognitifs, justement de transmission d'informations. Donc, en synthèse, aujourd'hui, la data vise, c'est vraiment l'utilisation du graphique pour véhiculer un message, pour agréger de l'information et la faire sauter aux yeux, j'ai envie de dire, de la manière la plus simple possible. Le data storytelling, c'est comment on met ces visualisations en musique pour passer de la simple donnée ou de la simple petite information à une vraie information complète qui vont permettre d'orienter un certain nombre de décisions, une compréhension, une stratégie, etc. Donc il y a vraiment une mise en commun et une mise en musique de ces informations pour véhiculer un message. Et comme on sait bien que l'homme retient bien les histoires, autant le mettre en histoire. Eh bien, effectivement, donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Concrètement, je pense que le data storytelling, c'est un terme qu'on n'employait pas encore il y a 2-3 ans, en fait, concrètement. Et je pense qu'elle vient en complément de la data vise pour justement, tu disais, mettre en musique ou mettre du contexte, faire en sorte que la donnée puisse parler si on n'a pas réussi à être assez... si on n'a pas réussi au travers de la database à que ce soit autoporteur concrètement. Quoi. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment un complément et aujourd'hui, c'est quasiment indispensable, sauf si on est sur des KPI extrêmement simples où la database peut faire le job. Mais je pense que si on veut donner du contexte, parce qu'à un moment donné, si on doit expliquer la donnée, il y a toujours un contexte en amont, en aval, au moment, à l'instant T, le data storytelling me semble indispensable en complément. J'ai juste une petite chose à rajouter, on peut rebondir ? Bien sûr, Margot. Je vous en prie. Une phrase, le cerveau humain, il est fait pour enregistrer des images, pas des données, pas des mots, des images, tout le temps. Donc ça sert à ça, en fait, finalement. De mettre en image ces données ou ces mots. Ouais, alors, sachant que le traitement cognitif visuel va 60 000 fois plus vite que les autres canaux sensoriels. Donc c'est vrai que la visualisation va très très vite. Enfin, le traitement visuel est très rapide. Pardon, oui, effectivement. Pas de souci. Mais je vais rebondir là-dessus du coup parce que nous chez Divalto on est en amont de tout ça puisqu'on a la donnée chaude. On traite de la donnée. On ne traite pas comme vous messieurs de la data vise ou de la business intelligence puisque Margot en parlait aussi. Donc c'est vraiment d'avoir une business intelligence qui va agréger la donnée. Cette donnée elle va être agrégée ensuite par de la data visualisation et on va raconter une histoire. Le storytelling a, je sais pas, peut-être 15 ans d'existence à peu près. On le raconte depuis des millénaires et des millénaires, mais il est théorisé depuis 15 ans à peu près. Et c'est vrai qu'on le sert à toutes les sauces. Alors, merci pour ça. Merci pour ça, parce qu'effectivement, quand on parle de ce que vous disiez, normalement, on peut penser qu'une visualisation est autoporteuse.
c'est-à-dire qu'elle se suffit en elle-même. Alors, et pourquoi ce besoin de raconter des histoires? Parce que dès que l'on commence à raconter une histoire, ça veut dire, comme le disait Julien, qu'on est dans le contexte, on contextualise l'information, mais est-ce qu'in fine, c'est pas aussi une manière, peut-être, de raconter des histoires? Donc l'interprétation de la data, parce qu'on sait tous, personne n'est naïf autour de cette table, que la data, on lui fait dire à peu près ce qu'on veut et qu'on peut en avoir des lectures très très variées. On risque de rentrer dans un débat philosophique sur la critique et les intentionnels, le libre arbitre, etc. Mais je pense que c'est le rôle des métiers d'interpréter. Le rôle des spécialistes d'interpréter. On en a encore fait une belle expérience ces 18 derniers mois. Absolument. Je pense qu'il faut leur laisser la confiance et la place d'interpréter effectivement de manière objective. Et d'ailleurs, c'est un des points sur lequel on est très attentif quand on parle de visualisation. On reste objectif dans ce qu'on cherche à représenter. Donc on est très attentif à ne pas biaiser des messages comme on peut l'avoir vu dans des campagnes présidentielles ou dans certains rapports annuels, par exemple. Voilà, là on est dans la pure communication, j'ai envie de dire. C'est de la data journalistique. Ouais, on est vraiment dans une intention très particulière. Quand on est dans le business, l'intention n'est pas de faire mentir la donnée ou de la manipuler, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur elle pour argumenter notre débat ou argumenter nos décisions ou spécifier nos orientations. Donc il y a une notion d'objectivité, il faut qu'elle soit objective cette donnée. Mais ça ne veut pas dire ne pas la mettre dans un contexte donné. Il faut bien toujours avoir en tête le contexte de l'usage de cette donnée, le moment où elle a été collectée, le moment où elle est analysée, interprétée. Voilà, tout ça, ça va influencer effectivement l'interprétation qu'on va pouvoir en faire. Mais dans cette lecture, on discutait justement avant, en amont du show, mais on se posait la question sur les CEO aussi de la data vis, parce qu'au final, est-ce que la communication ne doit pas être transverse par rapport à une data visualisation qui va être très sillotée, une data visualisation marketing ou un data storytelling sales? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas croiser l'ensemble des éléments? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Je pense que le tableau ça, c'est mon métier, ça. Au sein d'un métier, hein, j'entends, ce qui me concerne la direction marketing, permet de fédérer en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, au-delà de faire le tableau de bord, on va mettre en place des instances de gouvernance. Et donc, du coup, à un instant T, on va s'appuyer sur ces tableaux de bord. Et du coup, tout le monde va être dans la pièce. Et enfin, les gens vont avoir une vision globale, et donc dans notre jargon omnicanal, des actions qui ont été menées, et vont pouvoir se dire, se compléter sur l'explication qu'on pourra donner à tel type de données. Et donc du coup, je suis d'accord, hein, il y a ce moment-là où ça fédère un peu, mais j'ai cette problématique organisationnelle que effectivement la donnée est transverse et que ce soit au niveau des métiers ou plus globalement de l'entreprise, c'est extrêmement siloté et complexe. Margot, vous vouliez réagir? Moi, ce que j'ai à rajouter sur tout ça, c'est qu'effectivement, il y a des silos. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé un peu ces 20 dernières années? C'est que l'entreprise, en fait, elle s'est digitalisée. Elle est passée de rien de digital à adopter plein d'outils digitaux, etc., plein de données. Donc, on est super bon pour capter de la donnée, pour la stocker, on est super bon, mais effectivement pour l'exploiter de la bonne façon, super efficacement, pour à la fois prendre des bonnes décisions managériales et à la fois transmettre au terrain ces informations pour qu'ils prennent des décisions aussi, on est encore au début en fait. Et en fait, ça c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de données. On est, vous comme moi, quand on est manager, on a trop de données, on a trop de logiciels, trop de données, et c'est vraiment difficile d'aller faire le lien avec toutes ces données et envoyer la seule bonne petite information. Et le deuxième truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que effectivement, il faut rassembler autour de la donnée et qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, hein. On peut ajouter le ton qu'on veut. Et en fait, il y a des techniques qui s'appellent des tons qui permettent de diffuser la donnée de façon un peu plus fun pour mobiliser les équipes. Donc, ça s'appelle la gamification. Donc, c'est tout simplement de la data vise dynamique, hein. C'est afficher l'objectif. Quel est l'objectif? Quelles sont les conditions de réussite, d'échec, donner un temps et de donner du feedback régulièrement. Et ça, en fait, c'est des techniques toutes simples, peu coûteuses, qui permettent de mobiliser les équipes et qui permettent de gagner en efficacité.
On va en reparler effectivement après sur le... Et d'ailleurs, je vais lancer la question tout de suite, comme ça fera la transition. C'est la troisième partie. Effectivement, la troisième question sur les tableaux de bord évoqués par Margot. Alors, la question, est-ce que ce sont des outils de mesure? Est-ce que ce sont des outils de communication? Est-ce que ce sont des outils de management? Ou des outils d'optimisation de la performance? Et est-ce que ça peut être les 4? Est-ce que ça peut être les 3, les 2, les 1? Voilà, qui veut ouvrir sur cette question? Je veux bien me lancer. Vas-y. Alors, je pense que c'est une vraie question de fond, c'est qu'est-ce qu'on en attend véritablement d'un tableau de bord ou d'une analyse interactive, etc. Et je pense que beaucoup de gens n'ont même pas la réponse à cette question quand on leur demande qu'est-ce que vous attendez de votre dashboard. Et ça peut être les 4. En vrai, ça peut être les 4 avec différentes teintures. Tout dépend effectivement comment on va le concevoir, quelle est la question qu'on va poser. Par contre, je pense que c'est toujours un outil de management. Dans le sens où c'est un outil qu'on va utiliser effectivement pour mesurer des performances dans certains cas, et donc aller chercher de l'action derrière, donc au travers du management. Ça peut être un outil aussi de communication vis-à-vis de ses équipes, ce qu'évoquait Margot, le fait d'engager des équipes sur l'atteinte d'un objectif, etc. C'est du management, ni plus ni moins. Ça peut être un outil de pure communication pour aller vers l'extérieur, pour communiquer au sein des équipes, regarder comment on a ouvert nos flux pour faire du télétravail en 2 heures et on a été très très bon. C'est un moyen d'engager aussi ses collaborateurs. Là où je suis peut-être un petit peu plus restrictif, c'est sur vraiment la communication vers l'extérieur. Je prends les rapports annuels, hein, c'est un très bel exemple. Voilà, mon rapport annuel, c'est un outil de communication vers l'extérieur, engager les actionnaires. Bon. Mais il y a aussi une question, je pense, de vision. Quelle est la vision que tu veux mettre dans la data que tu veux donner? Et je rejoins ce que tu disais en termes de communication, c'est aujourd'hui quelle est la gouvernance de l'information qu'on veut donner, quelle est la vision qu'on veut y mettre, parce qu'on parle bien évidemment de pilotage de management, mais si aujourd'hui il n'y a pas une vision qui est donnée, impulsée à un moment donné par un codir, un COMEX, un top management, c'est quand même compliqué à mon avis de redescendre l'information. Vous qui êtes spécialiste, je ne sais pas, peut-être que vous avez un point de vue différent Moi, je pense qu'il faut définir l'objectif en amont, comme ça, il n'y a pas de surprise en aval. Et du coup... Ça, c'est souvent le plus difficile, en fait, de définir l'objectif. Parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que globalement, on est un peu en data visualisation, data storytelling, c'est un peu du prétexte pour dire on a des super outils, on va avoir des KPIs pour piloter. Mais in fine, la question reste souvent compliquée quand même. Margot disait quelque chose d'hyper intéressant avant, elle parlait de cannibalisation de données et de multiplicité des outils. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans les deux. On a énormément d'outils et la crise sanitaire a aussi fait grandir en fait cette dose d'outils, que ce soit les digital workplace, type Teams, etc., le transfert de données. Et derrière, on cannibalise la data. On cannibalise la data sans cesse. On veut des décisions immédiates, on n'y arrive pas. C'est trop compliqué. Oui, mais on en revient à ce que disait Julien. Est-ce que, in fine, c'est réellement un outil où on va prendre des décisions de pilotage, ou est-ce qu'on est sur le ongoing, pour parler en bon français, on va suivre l'activité, on est simplement dans la mesure. Enfin, c'est quoi ça se joue en fait? Moi, j'ai les deux mots en général. Hein. Ouais. Moi, sur les sujets que je travaille, en fait, c'est plus vraiment, on va chercher de la performance. Donc, c'est des outils décisionnels. L'objectif, on le fixe en amont avec le client. Donc, comme ça, il n'y a pas de surprise en aval. On le fait de manière vraiment collaborative. Nous, on n'est pas du tout assertif dans ce qu'on va dire et on le sait bien et on l'a tous vécu. Nos tableaux de bord n'ont pas la même tête aujourd'hui qu'il y a 2 ans parce qu'on est dans une cycle d'amélioration continue, dans l'agilité. Et donc, du coup, on s'aperçoit que des KPI qu'on a définis en amont, finalement, sur le terrain, ne nous conviennent pas et justement qu'on va en chercher d'autres pour être plus, alors désolé pour l'anglicisme, mais action driven. Moi, j'aime bien dire ça, être dans la décision. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis plus sur cette approche-là. Et Margot, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, peut-être plus sur la communication, et elle en parlera mieux que moi.
Puisque c'est à Ouais, destination, alors- enfin, tu fais des grands écrans dans des... nous, on a ça par exemple au cabinet, on a des écrans dans les open space qui sont des outils de communication qui véhiculent beaucoup de choses sur le cabinet, les actus, voilà, et la vie du cabinet. Donc où la performance, c'est encore un autre sujet. C'est plus, on n'attend pas de réaction, on n'attend pas de... D'accord, c'est juste un outil d'affichage pour afficher une information à un instant T pour mobiliser, fédérer les équipes, et créer un peu de fun sur le plateau, voire d'animation. Ouais. Donc là, on est bien dans de la... alors, ce que tu évoquais là, c'est plus de l'optimisation de performance dans le cas de... Voilà, moi c'est vraiment pour nous, c'est pour aller chercher de la performance. Comment on le fait, comme on le disait, avec de la data vis déjà c'est compliqué pour les clients d'appréhender la donnée, d'où la nécessité d'utiliser des techniques de data vis. Et là, on est sur des trucs assez scientifiques, UX, UI, cognitifs et autres. Et donc ça, c'est un premier pas. Fixer des objectifs, rouge, vert. Alors là, je schématise, mais néanmoins, s'il n'y a pas l'objectif à un moment donné atteint ou pas, quelle est la notion de la performance, quoi? Si j'ai pas ça, je ne sais pas si je suis performant ou pas, si j'atteins mon objectif, c'est le premier point. Après, on disait cette dimension, prendre du recul, c'est bien d'avoir atteint un objectif ce mois-ci, mais par rapport à l'année, est-ce qu'il est aussi atteint ou pas? Donc ça, c'est important pour se projeter. Et en plus du data storytelling, donc nous, on va carrément écrire des phrases parfois dans nos tableaux de bord pour qu'une fois, par la suite, s'il est lu par quelqu'un, il puisse être assez autoporteur et pour vraiment être dans l'action, nous, ce qu'on met en place, c'est des instances de gouvernance où on va, sur la base des tableaux de bord, définir, analyser l'activité, identifier des points de vigilance ou des performances pour se dire, OK, on capitalise là-dessus, oui, parce que c'est bien, ou tiens, non, là, il y a un point d'achoppement, comment on fait donc pilotage et optimisation de la performance, c'est vraiment l'enjeu. C'est mon credo. En racontant des histoires. En racontant des histoires. En racontant des histoires. Pareil. J'ai envie de rajouter quelque chose là-dessus parce que je pense qu'on est drivé depuis maintenant quelques années par beaucoup de messages autour de la data. Mais avec toujours ce paradoxe, les chiffres sont assez clairs selon les cabinets, mais en gros, l'histoire, c'est toujours de dire, finalement, les entreprises ont énormément de mal à gérer toute leur data. C'est-à-dire, on est sur un chiffre entre 20 et 25% de la data disponible, gérable. Je pense qu'il y a... Je reviens juste sur ce que je disais. On est dans une mode depuis quelques années maintenant qui nous amène à penser qu'on peut attendre tout et n'importe quoi de la data. Parle de mode. Là, je parle vraiment le côté mode, marketing de la data, et on nous assène de messages incroyables. Alors on voit des choses super qui se passent, on en occulte certaines autres, il y a des termes qui étaient à la mode il y a quelques années qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Mais à côté de ça, je pense qu'on masque un manque de maturité en fait dans les organisations, tout simplement, sur la question de la data, de sa place et de son utilisation. Et c'est la question de l'usage. Pendant longtemps, la data, c'était un fait qui a été collecté par l'informatique. Dans certains cas, on allait l'exploiter, on en faisait des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, on demande à des métiers de se l'approprier totalement pour pouvoir se projeter dans peut-être des grands rêves révolutionnaires et des bouleversements sociétaux de produits, etc. De magie, de pensée magique. Il y a un chemin à parcourir. Il y a un chemin à parcourir. Et je pense que souvent, on se dit, on va faire de la data et ça va être magique. Sauf que on prend le problème par le mauvais bout, donc on se pose la question de comment on va la stocker, les problématiques de performance. On commence par, j'ai envie de dire, la fin, en espérant ne rien louper, donc ça coûte très cher. Là où peut-être que la bonne approche serait simplement de commencer simplement avec des choses qui existent, ne serait-ce que pour se faire les dents dans un domaine qui est encore en cours de construction. Aujourd'hui, il n'y a pas encore une super méthode qui a été inventée pour stocker de la donnée efficacement et la rendre accessible à tout le monde. Les silos, on a annoncé la fin des silos il y a 4 ans, on en reparle aujourd'hui. Et on en reparlera encore dans un certain nombre d'années. Il y a un paradoxe, parce que justement, on pourrait penser, naïvement, que le fait d'avoir de très beaux outils de data vis, voire de storytelling, permet de créer un référentiel commun
de l'information, donc de la performance et de l'entreprise à un instant T sur un secteur donné. Et donc cette information permet de partager toute l'information qui est soi-disant la condition sine qua non de la fameuse transformation numérique. Parce que la transformation numérique, enfin, est-ce que vous en êtes d'accord? L'idée c'était de dire finalement on fait tomber les silos. On fait circuler l'information, tout le monde est à peu près au même niveau par métier, et on peut optimiser la performance par ça. C'est un peu le discours qui a été véhiculé ces 10 dernières années, vous en êtes d'accord? Aujourd'hui, en fait, si vous prenez juste une architecture d'entreprise, le silotage qui va être un silotage vertical, par activité, sales, marketing, etc., c'est la discussion qu'on avait en amont tous ensemble. Mais en fait, ce silotage, il devrait être aussi horizontal. Et c'est là où on revient sur la gouvernance d'information. La masse de data qui est utilisée ou non, et qui est stockée ou non, on ne sait pas quoi en faire. Et on ne sait pas comment on peut redescendre l'information. On ne sait pas comment la traiter. C'est paradoxal, parce qu'en fait... Les outils ne se substituent pas à l'intelligence qu'on doit mettre dans la donnée. Ouais. On est sur une problématique de MDM, en fin de compte. C'est un peu le fond du sujet. C'est un peu le fond du sujet, finalement. Enfin, alors, on n'a pas... Est-ce que je peux rebondir? Pardon Margot. J'ai envie de rebondir depuis tout à l'heure. Donc, moi j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, dans l'entreprise, il y a 3 types d'informations. Il y a de l'information qui est autour de la performance, donc plus ou moins temps réel, soit de la performance temps réel, soit de la tendance. Ça sert à prendre des décisions. Après, il y a de l'information qui est autour de l'opérationnel. Donc ça sert à agir et faire de l'opérationnel rapidement. Donc voilà. Et on a aussi de l'information qui est pas forcément liée à des données, contrairement à l'information de performance et à l'information opérationnelle. C'est de l'information de vie d'entreprise. Donc c'est la vision, qui on est, où on va, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, il y a vraiment 2 grands axes dans l'entreprise. Il y a la communication interne et le management visuel. Et aujourd'hui, en fait, si je peux me permettre de faire un petit peu le parallèle avec le monde du marketing que je connais bien, moi je suis issue j'ai une expérience dans le logiciel SaaS marketing, et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a commencé à avoir des outils qui permettaient de tout calculer en termes de données, eh ben, c'était la folie. Les marketeurs, on était dingues de pouvoir tout mesurer et de pouvoir itérer sur nos actions pour pouvoir avoir les meilleurs résultats sur nos campagnes, etc. Et ben, en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde du management et de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a plein de données, on sait les capter, etc. C'est la folie, sauf qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, c'est pas parce qu'on a les outils qui permettent de le faire que ça enlève la stratégie. Et heureusement, parce que ça veut dire que les humains, on est encore meilleurs que les machines. Et en fait, dans tout ça, il faut avoir la stratégie de quelles sont les informations qui sont importantes pour les prises de décision. Donc, je rejoins un peu ce qui se disait aussi sur le fait de se dire, voilà, c'est quoi l'objectif finalement? Quand on repart de l'objectif de être efficace sur telle équipe ou sur telle prise de décision, sur telle temporalité, etc., on va savoir quelle information on va devoir collecter, comment on va la mettre en forme pour que, et je parle de mise en forme à la fois technique, mais à la fois design, pour que ce soit simple et accessible, pour prendre ces décisions. Donc vraiment, là, on commence à rentrer, les entreprises commencent à rentrer dans une culture vraiment qu'on appelle data-driven, c'est-à-dire qu'on est drivé par les données, parce qu'on les a, sauf qu'encore faut-il savoir les exploiter. Ce qu'on stocke juste pour les beaux yeux de l'IT, ça sert à rien. Donc on peut effacer tout ça, ça sert à rien, juste ça fait des coûts serveurs, c'est pas très écologique. Et voilà, et je pense qu'il va falloir vraiment se mettre là-dedans avec une certaine confiance dans le changement, évidemment, et puis arrêter un peu d'être dans la rétention d'informations. Donc voilà, ça c'est des choses assez importantes dans ce qui se passe, et qu'il y a une vraie dynamique en fait qui s'insuffle sur cette donnée qui insuffle l'intelligence collective. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour ce mot d'intelligence collective. Alors, je rebondis juste là-dessus. Sur la gouvernance, quelle relation on peut faire entre la gouvernance de la data pour transformer l'entreprise en data-driven et l'intelligence collective? Est-ce que c'est je vais formuler ma question autrement, je vais même formuler une question, vous allez voir. Et là, c'est magique. Est-ce que la data visualisation ou le data storytelling sont un catalyseur de l'intelligence collective, ou est-ce que, plus simplement, c'est quelque chose qui va juste permettre de piloter l'activité et peut-être d'améliorer les métiers? Voilà, la question. Très ouverte.
Je ne vous le cache pas. Ok. Tout à l'heure, j'en parlais, je vais redire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre de performance, enfin, mesurer la je vais y arriver moi aussi, analyse de la performance, quand on faisait donc des instances de gouvernance sur la base de nos tableaux de bord, donc là on était vraiment dans l'intelligence collective, puisqu'on partageait tous la donnée alors qu'elle était par définition silotée, et donc du coup pour moi là on est vraiment dans l'intelligence collective de mettre tout le monde autour de la table pour prendre des décisions. Donc fondamentalement, là, on est bien dans cette logique de dire c'est aussi une sorte de point d'eau où tout le monde va se rallier pour optimiser le... Vas-y, je t'en prie. J'ai envie de dire un truc, il ne faut pas oublier que la visualisation, c'est un outil de communication. Ça reste un outil de communication. Sur la donnée, c'est un langage à part entière qu'il faut apprendre à maîtriser et à décrypter. Ceci étant, quand on parle d'intelligence collective, qu'est-ce qu'on sous-tend derrière? Autonomie, liberté d'action, dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire pas de cadrage, mais ça veut dire au moins un cadre bien défini et clair. Et ça veut dire transparence aussi. Et là, je pose une question sur la transparence. Est-ce qu'on n'est pas non plus dans une culture autant de l'entreprise que légale, aujourd'hui, que juridique, sur cette question de transparence, sans remettre en question la problématique des données personnelles, etc. C'est vraiment pas le sujet. Mais au sein d'une organisation, comment on gagne de l'argent, comment la rentabilité d'un produit ou telle et telle chose, il y a encore des organisations dans lesquelles c'est totalement confidentiel. Donc les silos, ils sont aussi construits par ça. Et quand on parlait de silos tout à l'heure, j'ai envie de dire, le silo ne sont que le reflet de l'organisation des entreprises aujourd'hui. Et c'est tout ça le challenge, parce qu'on ne peut pas demander à un financier d'être un expert des ventes. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Donc l'organisation qu'on connaît aujourd'hui, elle a plein de bonnes raisons d'exister telle qu'elle existe, mais la donnée, comme tu le disais tout à l'heure, elle est complètement transverse finalement. Elle n'a pas d'étiquette dans l'absolu. Comment faire collaborer ces métiers-là entre eux? C'est tout l'enjeu, mais je pense qu'il faut dépasser les structures organisationnelles qu'on a l'habitude de connaître et que l'on pratique. C'est pour ça que je parle encore de maturité et d'évolution culturelle. Comme le digital a apporté un métamonde, je crois que pour la data, il faut penser des méta-organisations de la data qui dépassent l'organisation de l'entreprise. Et là, on rentre dans un sujet qui est beaucoup plus profond, j'ai envie de dire. Et ce n'est pas une question de technique, hein. Ce n'est pas une question d'outils. C'est vraiment une question de réflexion, de prise de recul, de stratégie. Ce qu'évoquait Margot tout à l'heure, la définition d'objectifs, de stratégie, c'est essentiel. On ne va pas remplacer aujourd'hui les propos d'un dirigeant ou les directions qui sont prises par une organisation par simplement des données. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. En fait, on remonte sur un niveau qui est le leadership. En fait. Tu parlais de leadership. Aujourd'hui, on donne la définition claire d'une organisation matricielle avec un leadership qui est sillonné, où il n'y a pas de circulation de l'information propre. Pourtant, à côté de ça, tu as des outils. Alors, je vais te laisser me corriger si c'est pas le bon nom parce que je connais pas tous les outils, mais il me semble que c'est Tableau Public, c'est bien ça, qui propose justement des tableaux de bord à disposition de tous sur Internet. Tout le monde peut créer des dashboards. Surtout, on parlait de Led Zeppelin tout à l'heure sur la discographie de Led Zeppelin, mais ça peut être sur l'euro qui se déroule actuellement, comme sur des résultats financiers. Et je pense que c'est ça, en fait, les deux mondes sont actuellement en train de se frotter. Il y a une réelle confrontation et on essaie de muter, mais on n'y arrive pas. Et la gouvernance reste au cœur de tout ça. Je pense qu'on est effectivement, comme tu dis, dans un entre-deux, entre un monde qui a envie de s'approprier la donnée, de l'exploiter, d'en faire un peu ce qu'elle en veut, et beaucoup d'ailleurs ont appris tout seuls aujourd'hui, au-delà des cursus d'informaticiens. On voit plein de gens qui émergent dans des métiers, qui sont des spécialistes métiers, qui n'ont pas suivi de formation technique, qui ont juste capté le truc et qui s'éclatent à produire des analyses qui sont très sensées, très intéressantes par ailleurs. Et de l'autre côté, on a des gens qui juste... Non, moi je ne veux pas mettre la main dans l'informatique. Et c'est normal, c'est normal. Tout changement implique une réaction. Donc il y en a qui vont prendre le train en marche et qui vont agripper la mouvance et y aller gaiement. Et puis il y en a qui resteront sur le côté. Mais je pense que c'est dans une organisation, dans une entreprise, il faut initier un mouvement, essayer d'embarquer un maximum de monde dans ce mouvement, les accompagner. On parle de transformation, on parle de culture. Qui accompagne? Est-ce que c'est l'IT? Est-ce que c'est les métiers? Est-ce que c'est le management? C'est nous.
c'est là où on revient sur ce que je disais en amont sur l'entrée. Je pense que c'est la vision, c'est top to bottom. C'est vraiment le top management qui doit impulser à un moment donné, qui doit donner un impulse, qui doit dire ok, on veut avancer. Et Margot l'a très bien exprimé avec le leadership d'information, en disant aujourd'hui quelle information je dois donner à mes salariés, etc. Tu parlais tout à l'heure des affichages dans les open space. Moi je trouve ça super smart, super intelligent. Mais d'un autre côté, ça a des effets pervers. Alors pour l'avoir expérimenté plusieurs fois en entreprise, on ne regarde jamais ce qui se passe sur les écrans. C'est ça. Et je pense que c'est parce que c'est pas la bonne ça fait bien. C'est juste joli. Ça fait joli. Après, il y a des cas, et pareil, Margot va vouloir en parler plus que moi, je pense, où, surtout en industrie, je pense qu'elle va aller là-dessus, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur ces sujets-là, où c'est vital. Dans la vie de l'entreprise, dans un outil de production, dans une vie industrielle, dans cette donnée, c'est vital d'avoir ces affichages. Je vais la laisser, je pense, y aller. Mais avant, je vous propose de passer à l'avant-dernière question, pardon Margot, et vous allez pouvoir vous exprimer. Je vais lancer la dernière question. Dernière question assez simple qui rebondit un peu sur tout ce qu'on a dit et qui est plus pratique parce que le temps file très très vite. En fait, à quoi répond un bon dashboard? On y a répondu partiellement. Et quelles sont les bonnes pratiques pour le constituer? Là, on revient un peu sur le sujet, mais quand on parle de bonnes pratiques, typiquement, l'IT, les métiers, l'interface, qui, comment, pourquoi, quelles sont vraiment les bonnes pratiques? S'il y en a. Je pense que ok. Alors, du coup, ça me permet également de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez un écran dans un open space pour faire que de la communication interne et que vous ne regardez plus, ça veut dire que le contenu n'est pas approprié. Clairement. En fait, aujourd'hui, l'entreprise, il faut vraiment prendre conscience que l'entreprise, elle est vivante et que la donnée, on va dire, c'est la sève de cette entreprise pour finalement voir comment elle vit, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on est bon ou pas, etc. Donc, un petit exemple tout simple, nous, on est une petite équipe, on est une dizaine et moi, j'ai des tableaux de bord, évidemment, dans mes locaux, donc en open space. Et en fait, l'information, je la regarde parce qu'elle est vivante, parce que j'ai à la fois de l'information un peu marketing, donc directement branchée à mon site internet, de savoir si j'ai des demandes de contact, etc. etc. J'ai à la fois de l'information sur ma qualité, ma prod, donc c'est tout mon parc d'écran installé chez mes clients. C'est vraiment pas mal d'informations qui vit en fait. Donc voilà, ça c'est ça qui est assez important, c'est que l'information en fait elle doit vivre. Il y a de l'information qui est liée à de la donnée production, qualité, et en fait on a tout ça. Même si on est une société de service, on a de la prod, quoi. Donc, pour répondre à la question rapidement, qu'est-ce qu'un bon dashboard? Pour moi, un dashboard, c'est déjà un dashboard, c'est lié à une équipe pour répondre à un objectif. Et en fait, en un coup d'œil, on doit pouvoir avoir l'information qu'on cherche. Donc, c'est à la fois une question de construction, donc la stratégie, comme ce qu'on disait tout à l'heure, donc ultra important, c'est le socle. Donc, faire intervenir des sociétés de services experts, pour moi, c'est vraiment clé parce qu'en plus, ça fait miroir. Donc, c'est vraiment hyper clé. Nous, quand on arrive et que la stratégie est déjà là, qu'ils savent quels indicateurs ils suivent, etc., c'est du pain béni parce qu'on se branche et on dit bah voilà, ça se digitalise en dynamique, ça un petit peu moins, mais on peut le mettre quand même de temps en temps. On joue avec les timings en fait. Et du coup, ben voilà, c'est donc le contenu, la stratégie sur ça. Mais c'est aussi le beau, le design. Donc ça, c'est hyper important pour rendre accessible la donnée sur le terrain ou via des reportings et pour faire passer donc ces informations. Donc nous, notre métier, et je finis là-dessus, c'est mettre la data au service de la performance collective et collaborative. Merci Margot pour cette réponse. Julien, lorsqu'on échangeait sur cette table ronde, tu disais que c'est très important d'impliquer, tu l'as redit tout à l'heure, d'impliquer tous les métiers, enfin toutes les personnes qui vont... tu peux juste détailler un tout petit peu le process? Est-ce que c'est de l'agile? Est-ce que c'est de l'itération permanente? Qui doit être impliqué? Les métiers avec l'IT, les métiers tout seul, l'IT tout seul? Alors tout dépend à quel moment on intervient. Si on peut dérouler, je dirais, toute la stratégie. Déjà, on commence par de la gouvernance data, à savoir
commencer par la cartographie, quel est notre patrimoine de données, identifier quelles sont les données. Là, forcément, il y a la SI qui est dans la boucle. Définir avec les métiers quels seraient les use cases qu'on pourrait lancer. Et en parallèle de ça, effectivement, comme on aura défini avec les différents métiers, les KPI de pilotage de l'activité, alors quel que soit le métier, on pourra définir, je dirais, les tableaux de bord. Donc moi, typiquement, pour mes clients, on a vraiment 3 axes sur une stratégie data-driven quand on les accompagne sur l'ensemble. C'est un premier pilier, c'est collecte des données. Donc là, on essaye de collecter le plus possible, avec bien sûr des priorisations définies avec le métier lors de la cartographie, parce qu'on prend, comme disait Margot, trop de données tu l'as donné, et puis si ces données pas utiles, ça ne sert à rien. Deuxième pilier, c'est donner des outils décisionnels aux clients pour qu'ils puissent piloter. Et là, nous, en plus de ça, on l'aide, c'est-à-dire qu'on va faire des instances de gouvernance pour analyser avec lui. Et troisième pilier, c'est vraiment améliorer la connaissance client. Donc je suis là dans un contexte marketing où on va définir des use cases pour aller chercher vraiment de la perf assez pointue. Donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question, pardon. C'était qui faut-il impliquer? Alors, hyper important d'impliquer l'ensemble de l'écosystème. Donc là, et sur la partie marketing, nous, par exemple, on a impliqué les agences médias. Parce qu'à un moment donné, on a aussi ce qu'on appelle des scorecards de campagne, où on va piloter les campagnes de manière digitale, à la fois en temps réel sur les indicateurs digitaux, puis à la fois sur les indicateurs aussi de branding et autres. Et donc, du coup, quand on a défini ces scorecards, on a mis les agences médias dans la salle et les agences pub tout court pour définir avec eux les KPI, pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on va piloter derrière. Parce que sinon, c'est une guerre de tranchées. Et effectivement, comme disait Margot, on est vu comme nous des tiers neutres. Moi, je ne vends pas de médias, je ne vends pas de créa, j'essaie de vendre un petit peu d'intelligence. Et pour mesurer tout ça, il y a être vraiment rationnel, de chez rationnel. Donc voilà. D'accord. Messieurs. Je vais y aller parce que je suis en amont en fait de toi. Vas-y, je t'en vais prie. t'ouvrir un front d'or. Nous, chez Divalto, en fait, du fait qu'on soit éditeur de logiciels ERP et CRM, on n'a pas de dashboard en direct. On a forcément des indicateurs, des KPIs qui sont présents dans notre ERP, dans nos CRM, etc. Mais on va travailler avec des acteurs, type ActinVision, pour pouvoir construire ces dashboards. Nous, de notre côté, on pense qu'il est important d'impliquer chaque pôle du métier. Donc si on va travailler avec ce qu'on appelle le FSM, donc les techniciens par exemple, ou avec des commerciaux, puisqu'on ne fait pas de marketing, donc nous on n'a pas ces pans-là, mais on va impliquer à chaque fois des responsables de projet qui sont vraiment des cœurs métiers. D'où mes interactions aussi avec Margot sur le pôle industriel par exemple, où on va travailler ensemble. Mes interactions avec Olivier et son équipe sur les pôles justement FSM et SFA, donc Sales et Technique. Et je pense qu'il est important aussi d'impliquer la direction générale de l'entreprise du client, mais aussi du provider, parce que c'est elle qui va dicter la gouvernance d'information, et surtout c'est elle qui va impulser la vision qu'on veut donner derrière. Je reviens sur cette notion de vision que je remets en avant. Pour moi, il y a vraiment un chemin à tenir qui est quelle est la vision qu'on veut y mettre, quelles sont les valeurs qu'on y recherche, quelle est la méthode qu'on veut rechercher, les obstacles, et derrière les mesures. Oui, parce que, in fine, est-ce qu'un bon dashboard, bien fait, bien conçu, n'est pas une sorte de reflet de la manière de penser ou dont la sève circule, pour reprendre l'image de Margot, de l'entreprise? Parce que finalement, ce n'est pas un miroir de l'entreprise et de son mode de fonctionnement et de... Ça va être, je pense, en tout cas, un outil de mesure de la bonne santé, tout dépend de ce qu'on met derrière la santé de l'entreprise en tant que telle, c'est ce qu'il doit refléter. On pourrait comparer le dashboard entre guillemets au KPI du corps humain quand on va chez un médecin. Qu'est-ce qu'on commence par faire? On mesure la température, est-ce qu'elle est rentable? On demande s'il y a des symptômes qui sont connus, on les balaye pour identifier effectivement des problèmes ou des progrès à réaliser. Pour revenir sur ce qu'est un bon dashboard, en fait, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a sur le fond, quelle est l'information que l'on présente et comment l'utilisateur va pouvoir l'exploiter. Donc, est-ce que c'est une information utile pour lui? Donc, on ne peut pas décorréler le dashboard, comme disait Margot, de l'utilisateur. Il va avec. La deuxième chose, pour reprendre aussi ce que disait Margot, c'est la forme. Finalement, c'est présenter cette information d'une manière efficace. Après, on peut philosopher sur les designs, etc.
Moi, j'ai une philosophie à moi, simple et élégante. Simple. Apporter de la simplicité. Si on commence à apporter des choses trop complexes, soit en termes de choix de graphique, soit en termes d'interaction, parce qu'on a tendance aussi à vouloir tout mettre à l'intérieur d'un dashboard, qu'est-ce qu'on fait? On perd l'utilisateur, ça ne marche pas, j'ai des problèmes, je vais voir l'IT, etc. Donc sur le fond, comme dans la forme utile, utilisable, et derrière, il sera utilisé. Sur qui participe à ça? Je pense qu'il faut faire tomber les barrières aujourd'hui qu'il y a entre le monde des métiers et le monde de l'informatique. Le monde a changé, d'accord? Donc les gens du métier se sont appropriés plein d'outils informatiques et on a plein d'expertises métiers qui se sont créées aussi dans les métiers de l'informatique. Donc finalement, on a des passerelles à construire. Et aujourd'hui, le challenge, c'est vraiment de travailler en partenaire entre IT et métier. L'un ne fera pas sans l'autre. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Ils ont tous les deux une partie du problème et il faut qu'ils travaillent ensemble à le résoudre. Et ça, c'est le gros challenge. D'accord. Alors, merci pour ça. Donc, on va prendre les questions du public. Il y a une première question qui va sans doute faire plaisir à Margot. C'est en gros, est-ce que la data visualisation, est-ce que le data storytelling modifie la relation au travail des collaborateurs? Alors, ben oui. Enfin, je la pose à Margot. Parce que nous, oui, parce que en fait, on est dans une crise existentielle de sens. C'est clair, hein, c'est pas bullshit de parler de ça. Et en plus, la crise Covid a encore plus amené ça. En fait, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, même sur des postes qui sont, on va dire, répétitifs, etc. Voilà, on a besoin de ramener un peu du sens là-dedans. Donc, le fait d'avoir un management qui met à disposition de la donnée, de l'information, de la communication sur qui on est, où on va, pourquoi est-ce qu'on doit avoir ce niveau de qualité, etc. Et ben en fait, ça ramène du sens à toutes les équipes et ça motive. Donc effectivement, c'est ce que je disais, c'est un outil, c'est finalement une démarche qui est pas chère par rapport à ce que ça produit. Donc il y a à la fois du bien-être, de la reconnaissance, de la mobilisation des équipes, moins de turnover, etc. Et il y a à la fois le fait de pouvoir piloter, d'avoir les informations. C'est quand même super intéressant de pouvoir avoir toutes les informations d'un coup. Et en fait, il y a une chose que j'ai pas dite qui est assez importante et je rebondis un petit peu dans le milieu de l'industrie que je connais bien du coup avec Fabien et Divalto. Donc c'est le fait de faire en fait ce qu'on appelle des routines d'animation. Donc ça c'est un peu le renouveau de la réunion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des points d'information où on peut venir avoir accès à l'info ou alors on passe devant, voilà, on peut diffuser de l'information plus en communication interne, mais le dashboard devient outil du manager devant lequel il dit bah voilà, rappel, on suit ça. Et puis on fait des routines d'animation, donc ça s'appelle des AIC, animation intervalle court, top 5, top 15. On fait ça en fonction, encore une fois, ça c'est de la stratégie, hein, à quel moment on fait cette routine managériale. Et ça évite de faire de la réunionnite aiguë, donc c'est toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quels sont les prios? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Est-ce qu'on a eu des problèmes? Comment est-ce qu'on n'a pas ces problèmes? Qui a besoin d'aide? Enfin voilà, je donne plein d'infos, mais c'est vraiment, ça permet vraiment d'être un outil de management autour de la donnée en fait. Donc ça c'est hyper important. Il y a vraiment quelque chose qui arrive autour de ces réunions plus courtes, plus récurrentes, plus impactantes, qui permettent de mobiliser les équipes. Donc forcément il y a que du positif là-dedans en fait. Que du positif. J'espère que j'ai répondu. Oui, dans le cadre où elle l'a très bien résumé, c'est si les KPIs et les informations sont sélectionnées. Ouais. Après, il y a, et c'est Julien qui le disait, je pensais, de mémoire, c'était trop de data, tue la data ou trop d'informations, tue l'information. On va pas citer Milton Friedman, hein, mais on n'en est pas loin. Mais le point est de dire qu'effectivement, ce que Margot met en avant, c'est quelques KPIs, ou c'est quelques informations qui sont prioritaires au moment de la communication. Donc il y a vraiment des termes importants, c'est les KPIs prioritaires au moment de la communication sur un moment donné. Et il faut que ce soit vraiment seamless, donc vraiment que ça passe très simplement du top management au middle management à l'opérationnel et que ça descende et que l'information soit redescendue proprement. Et ça, les dashboards sont censés aider, mais il faut que ce soit sélectionné en amont. On ne peut pas aller avec une masse d'informations globales en disant trier, trouver et exploiter. Je ne pense pas que tout le monde soit capable de le faire. Ouais, je suis d'accord. Ouais, merci de compléter ta raison, c'est clé.
Je rebondirais sur ce que tu as dit, Margot, avant, cette quête de sens. Moi, je trouve que c'est un débat qui est formidable. Qu'on n'aura pas le temps d'avoir. Hein, non, on ne va pas l'avoir, mais je trouve ça très intéressant parce que ça pose une question fondamentale. Si moi je dis à mes collaborateurs on va sauver le monde, mais que je leur présente que des chiffres d'affaires, ils n'en ont rien à faire, entre guillemets. Donc la notion de qu'est-ce qu'on vise, quel est l'indicateur, revient aussi sur le tapis, parce que c'est vraiment le sujet de management. Et je pense qu'il n'y a rien de plus sensé pour un collaborateur, une entreprise, de constater l'effet produit de son travail. Et quand on a un commercial qui voit le résultat de son action, quand on a un ouvrier qui voit le résultat de son action, ça a du sens pour lui. Et c'est ça qui est intéressant pour lui. Donc toujours ce débat sur l'indicateur. Ouais. C'est-à-dire que l'indicateur fait sens. Il doit le faire. Il doit faire sens. Dans les deux... Et puis il apporte pour moi une prise de recul. Si c'est le bon. C'est-à-dire que concrètement, si j'ai choisi tel indicateur, c'est que j'y ai réfléchi, ça me donne une hauteur sur le pilotage de mon activité. Donc je pense qu'il y a une prise de recul de la part des équipes. Et deuxièmement, moi c'est ce que j'ai vu, parce qu'on accompagne un client depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a un phénomène d'acculturation à la data. Au départ, ils ont eu peur de rentrer dedans, puis après, c'est eux qui ont défini les KPI. Donc ils se sont dit, ok, c'est quoi mon job, c'est quoi les 3 KPI clés de mon activité à l'année, c'est ça. Donc voilà, et maintenant, même dans leur interaction avec leur écosystème, ils fixent des KPI, ils fixent des objectifs, et donc voilà, et là, on se dit, ok, ça infuse, et ça acculture. Et donc du coup, ce que tu dis, effectivement, il y a un côté itératif. Je trouve ça super intéressant. Pardon, Fabien, et après Margot. Je voulais juste vous dire qu'il y a un côté vraiment itératif. On remonte en termes de stratégie, et la stratégie ne doit pas se substituer à l'indicateur. Et c'est ça qui va être important aussi, c'est-à-dire que la prise de décision doit être basée sur une stratégie en amont, qui doit être visualisée par des indicateurs, et ensuite doit être appliquée, et non pas l'inverse. Et c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'on peut effectivement remonter dans l'autre sens pour aider à la décision. Ce sont des outils d'aide à la décision, et non pas des outils de prise de décision. Je pense que c'est là où est l'amalgame à date. Tout à fait. Ouais. Pardon Margot. Margot, tu voulais réagir? Non, je rebondissais juste avant, mais je l'ai dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on est vraiment sur... je suis tout à fait d'accord déjà avec ce que tu viens de dire. C'est un outil d'aide à la prise de décision et que c'est quelque chose d'itératif. C'est-à-dire qu'il faut commencer simple parce que sinon, on se perd en fait dans trop de données, dans trop de possibilités. On peut tout faire aujourd'hui en fait. Donc, d'où encore une fois la stratégie, mais effectivement, c'est itératif. On met en place, on teste, on améliore et c'est ça en fait l'entreprise d'aujourd'hui. C'est encore une fois, elle est vivante et elle évolue collectivement. Ouais. Alors, l'entreprise est vivante. Juste pour être un peu plus terre à terre, et pardon, une autre question, c'est est-ce que le data storytelling ou le storytelling est un niveau de maturité supplémentaire dans le traitement de la donnée? C'est un niveau de communication supérieur dans le traitement de la donnée. Mais je ne suis pas persuadé qu'il se substitue à la data, aux entrepôts de données. Alors, je vais formuler la question autrement peut-être. Est-ce que pour arriver justement à fédérer les métiers, à manager, à incentiver, pour parler en bon français, est-ce que la manière de contextualiser, de raconter l'histoire, de partager la vision, n'est pas finalement l'autre étape peut-être nécessaire pour embarquer tout le monde? Probablement. Au-delà des simples dashboards. C'est la première phrase que tu as dit. Moi, j'en suis convaincu, mais bon, voilà, ça n'engage que moi. C'est une idéologie. Mais je pense que l'homme est avant tout social, qu'il construit ses idées en les exposant à d'autres, en les partageant, en les challengeant, et communiquer est essentiel. Le storytelling, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est pas nouveau. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère, par contre, du management et de la manière de collaborer. Et la data vient apporter une vision quantitative, quelque part, à ces discours-là. On n'est plus dans l'instinct, quoi qu'on en ait encore beaucoup. Et c'est très bien comme ça, peut-être. Mais la data vient effectivement supporter ces discours et ces discussions-là. Et je pense que, quand bien même dans les organisations aujourd'hui, on a plein de responsabilités, etc., faire des débats de temps en temps, ça ne fait pas de mal, ça fait avancer aussi des réflexions, ça fait mûrir des réflexions et s'alimenter de certaines données pour contextualiser, pour enrichir le débat. C'est un sujet qui est très intéressant. Ouais. D'accord. Merci.
Une réaction là-dessus? Nous, on a été amenés au data storytelling assez naturellement, puisqu'en fait, donc, on définit les KPI avec les clients, on met en musique via des tableaux de bord, on essaie qu'ils soient bien sûr simples, efficaces. Et comme on doit faire l'analyse, nous, au départ, on se retrouvait avec des tableaux de bord assez quantitatifs, plus, moins, objectif atteint, pas atteint, et devant faire les analyses, on était un peu sec en fait. Donc d'où la nécessité de passer de prendre des éléments complémentaires, parfois de la data complémentaire, pour dire à ma cliente, voilà, je suis responsable de l'analyse, il faut que j'ai des trucs un peu saillants à te raconter. Un exemple hyper simple et qui est très symbolique, c'est on avait un pic d'activité le dimanche matin sur notre site. D'où ça vient ce truc, quoi. Et en fait, c'était industrie automobile, reportage automoto, turbo, pic sur une voiture. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour anticiper ce genre de choses et derrière accompagner ce type de pic de trafic sur un site avec, je sais pas, une super landing qui va engager encore plus que d'habitude. Et on a pris les données du service RP. Au départ, on se disait, on n'était pas en avoir besoin. On a intégré les données du service RP dans nos tableaux de bord. Et donc, du coup, maintenant, on sait quand il va y avoir tel reportage. On sait que là, on va présenter telle voiture, donc sur le site, il faut que la voiture elle soit au top et que ça engage à fond, et donc du coup, on peut anticiper. Donc voilà, et je peux dire à ma cliente, quand je fais mon reporting, il se passe ça, et j'ai une action à lui dire pour... donc voilà, et c'est pour moi le... Voilà, et donc du coup, si j'avais pas... J'ai besoin de ce storytelling pour pouvoir être plus intelligent, quoi, en fait. D'accord. Je vais juste revenir sur un point. Je pense qu'on a peut-être dû le faire en amont, tout ça. Ça va être assez marrant. Je partage complètement ce que vous dites, messieurs. Mais on parle de data storytelling, mais on n'a pas parlé de storytelling aussi en amont. Parce que le storytelling, il faut peut-être expliquer qu'à la base, c'est considéré, et ça peut être métaphoriquement fait comme une vague, c'est-à-dire qu'il faut que ça monte au fur et à mesure et que ça redescende. Le pic qui est atteint, c'est ce que tu expliquais, c'était par exemple le reportage RP où tu vas réagir et agir, et je pense que c'est ça qui va être important dans le storytelling. C'est quel est le point d'inflexion au moment où on doit donner l'information pour prendre la décision et pour aider à la prise de décision, ce qu'expliquait Margot. Et c'est vrai qu'il faut intégrer le storytelling à part entière, peut-être dans la data, et non pas faire que du data storytelling qui est de la masse d'informations qui est compilée et qui est rejetée. Moi, je verrai comme ça en tout cas. D'accord. Donc, pour conclure, et je vous laisserai tous conclure, mais est-ce que finalement, il n'y a pas toujours cet arbitrage entre un management, un partage de la vision par le storytelling et une sorte de rationnel par la data, de rationalisation du discours par la data? Support au discours. Support au discours. Parfois, ça va le rationaliser, j'ai envie de dire, dans certains cas de figure. Mais c'est surtout un support au discours. Expliquer une évolution, on parle d'un pic par exemple ici, ok, il faut aller chercher d'autres informations pour l'expliquer. Et de quoi on parle? Tout est relatif, parce que là je ne quantifie rien, mais si on parle d'un pic de 10 clics à 15 clics, tout est relatif. Voilà, donc il y a cette notion de relativité à un moment donné qu'il faut avoir, que la data va nous apporter effectivement en donnant une forme d'objectivité à cette information. J'avais souvent coutume de dire à un moment donné, on parlait big data dans tous les sens. Ça veut dire quoi big data pour vous? C'est quoi le big? Ah, mais c'est mon fichier Excel. Ça relativise beaucoup les choses. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment important. Pour vraiment supporter le discours, objectiver. D'accord, objectiver le discours, mot de conclusion. Margot, un petit mot de conclusion? L'objectivation, Ouais. Eh ben, pour rebondir sur ce qui vient de se dire, effectivement, il faut passer maintenant d'une logique de big data à une logique de smart data. Donc, je crois qu'on est vraiment dans une nouvelle ère où les soft skills, donc le fait de pas forcément être IT, mais d'avoir cette appétence de la donnée, de prendre des décisions appuyées via des données factuelles, ça va être hyper clé pour les entreprises, surtout post-crise sanitaire, économique. Donc, il y a une réelle prise de conscience là-dessus. Autant de se faire accompagner sur la stratégie, autant de se faire accompagner avec les bons outils. Donc ça, c'est vraiment important, et j'adore l'image qui a été prise il y a un moment, et je finirai là-dessus. C'est que le train du digital, du data-driven, il est en train de passer. Donc, il y en a qui vont le prendre, il y en a qui resteront OK. Mais voilà, là, c'est vraiment important d'utiliser ces bons outils, et effectivement, ça fait aussi un miroir de notre activité. Donc voilà, bienvenue dans la nouvelle ère du Smart Data. Merci Margot. Julien, pour conclure? Alors,
Je pense que le point bénéfique de tout ça, c'est qu'en fait, le fait d'avoir tous ces sets de données, certes on a des tableaux de bord parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, derrière, en dessous il y a des data lakes, tout ça c'est connecté, et donc tout ça devient automatisé. Et en fait, nous, ça nous permet d'aller sur des choses qui sont assez intéressantes, type machine learning, où maintenant, nous, comme on a pas mal de sets de données et un historique assez conséquent, on va pouvoir commencer à prédire les comportements, c'est-à-dire à faire tourner les algos pour se dire, bah tiens, voilà, sur tel campagne, je souhaite avoir tel volume de leads. Comment je fais aujourd'hui, enfin voilà, avec des algos, je suis en capacité de pouvoir prédire ce genre de choses parce que j'ai 2 ans, 3 ans d'historique. Et par contre, là, on avance bien évidemment à tâtons, mais c'est des sujets assez intéressants. Ouais. Pour le moins. On pourrait faire l'objet d'une autre table ronde et on avait dit pas d'IA. Oui, c'est pas ça que j'ai pas mis sur un gage. Donc pour Fabien, pour conclure. Non, je pense que ce qui va être extrêmement important, ça va être la remise en relief du leadership et de la stratégie qui doit servir le support de data. C'est ce qu'expliquait Olivier et je vais conclure là-dessus. C'est vraiment... Ça me semble une très très bonne conclusion. Et merci à tous en tout cas pour ce débat trop court, qui a passé trop vite et on a même largement dépassé. Et je prie l'audience de nous en excuser. Donc, mais j'espère qu'on pourra poursuivre le 5 et 6 octobre à la porte de Versailles au Salon Solutions. Merci Margot, merci Julien, Olivier et Fabien. C'était passionnant. C'était beaucoup trop court et merci à tous.